J'ai donc le plaisir de présenter le docteur Julien Dubroc, qui est psychiatre de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Saint-Étienne et qui a une longue expérience dans les troubles du spectre de l'autisme, puisqu'il coordonnait un centre référent au CHU de Grenoble, et qui va intervenir sur la réhabilitation et la remédiation cognitive dans l'autisme sans déficience intellectuelle. Merci beaucoup Caroline, merci aussi Sandrine et à tous les membres du comité d'organisation et bravo d'avoir réussi à organiser ce congrès malgré la pandémie, malgré les retards, malgré les reprogrammations. Un grand bravo et je me joins aux remerciements que tout le monde a fait. C'est super de pouvoir se retrouver tous ensemble. Donc c'est vraiment une présentation qui est en même temps un challenge parce qu'après les excellentes interventions de ce matin et puis après l'intervention de Madame Tabet, de Madame Lemayeux et avant l'intervention de Joseph Chauvanec, ça met la pression. Ah, faut le dire. Après quelques messages clés, déjà, on pourrait même se poser la question pourquoi de la réhabilitation psychosociale dans l'autisme. L'autisme étant un trouble du neurodéveloppement, ce n'est pas une maladie, donc pourquoi de la réhabilitation ? Parce que, tout simplement, l'autisme est un trouble du neurodéveloppement, mais fréquemment associé à des pathologies co-occurrentes qui peuvent entraîner des situations de handicap. Et pour ça, il est important de pouvoir les prévenir ou de pouvoir les réduire pour permettre tout simplement aux gens de vivre une vie riche et pleine de sens, autodéterminée, telle que, du coup, ça a déjà été dit. Donc pourquoi finalement proposer ces soins de réhabilitation psychosociale ? Déjà parce que c'est riche d'espoir, c'est basé sur les forces, c'est basé sur les aspirations des personnes concernées, sur leur autodétermination. L'enjeu, c'est de traiter les pathologies co-occurrentes, c'est de lutter contre la stigmatisation, c'est de soutenir les proches, c'est d'impliquer des pères aidants. La psychoéducation, c'est quelque chose de fondamental, elle devrait maintenant être entièrement réalisée, co-animée avec des pères aidants. C'est optimiser l'adéquation entre une personne et son environnement, mais ça veut dire aussi que il y a beaucoup de choses qui sont la conséquence d'un désavantage social qui est la stigmatisation. Et ça, c'est un problème sociétal et ce n'est pas un problème lié à la personne. Donc il y a beaucoup de choses qui doivent se mobiliser au niveau du champ social et sociétal et en même temps permettre à une personne de pouvoir atteindre les objectifs qu'elle-même s'est donnés et avoir une qualité de vie satisfaisante. Favoriser l'inclusion sociale et la pleine citoyenneté, ça a déjà été parfaitement dit et je m'y joins pour, in fine, améliorer la qualité de vie. Un point, c'est que le focus de ce topo va être sur l'autisme sans déficience intellectuelle, qui représente à peu près 2/3 des personnes autistes. Mais quand même, c'est un concept qui est très relatif, parce que la notion d'intelligence, les instruments de mesure sont relatifs. Et je voudrais aussi, il y a eu des exemples dans l'intervention précédente, mais j'attire votre attention sur une chaîne YouTube qui s'appelle Speechless with Carly, qui est faite par Carly Fleischmann, qui est du coup autiste non-verbal, diagnostiqué à l'âge de 2 ans, à qui les médecins avaient fait un pronostic très sombre et qui a fait une excellente interview avec sa tablette de Channing Tatum, dans laquelle on rigole du début à la fin. Donc déjà, la question du devenir à l'âge adulte, elle se pose parce qu'il y a beaucoup d'études dans l'autisme, mais seulement 3% qui portent sur des adultes. Or, le problème, c'est que les enfants, ils deviennent des adolescents et des adultes et avec des besoins différents en fonction du temps. Donc quel devenir à l'âge adulte ? Alors déjà, c'est comment on le mesure ? La façon classique de mesurer un bon devenir, en fait, ça va être de considérer est-ce que la personne a un logement autonome et est en études ou en emploi. Si c'est les deux, on va dire que c'est un bon devenir. Si c'est l'un des deux, ça va être un devenir satisfaisant. Si c'est aucun des deux, un devenir qui va être médiocre, entre guillemets. Ceci dit, ça pose quand même un sérieux problème. Comment on définit le devenir ? Parce que ça, c'est défini sur des rôles sociaux qui ne sont pas nécessairement significatifs pour l'ensemble des personnes autistes. La question du devenir optimal dans l'autisme, au départ, c'était utilisé pour indiquer la disparition des symptômes autistiques à l'ADOS, pas du tout approprié. Finalement, c'est la question de qu'est-ce qui est un bon devenir pour une personne donnée dans un contexte donné et finalement comment elle le définit et la qualité de vie telle qu'elle le définit. Après, dans les facteurs qui influencent le devenir, la déficience intellectuelle ou pas, bien sûr ça influence le devenir, le genre, ça a été suffisamment dit, l'intensité des symptômes, mais aussi et surtout les pathologies co-occurrentes et la façon dont les personnes vont pouvoir mobiliser des stratégies de résolution de problèmes efficientes, comme l'a dit Amaria. Les compétences métacognitives ou la capacité à prendre du recul sur son propre fonctionnement, à identifier quelle stratégie marche ou pas, et se considérer finalement soi-même comme un individu unique agissant dans le monde qui prend en compte les variations du contexte et liées à l'interlocuteur. Le soutien familial et social versus la discrimination, c'est aussi capital. Et puis tout simplement, le fait qu'il y ait des soins et services nécessaires, ça a été assez suffisamment illustré, dont les soins de réhabilitation psychosociale.
Un petit élément pour vous dire quels sont les déterminants de la qualité de vie dans la transition à l'âge adulte, qui est vraiment une période qui est capitale pour les interventions. Donc on parle des 15-25 ans, 15-30 ans. C'est là que c'est capital parce qu'il part du système scolaire dans lequel il pouvait être plus soutenu dans le secondaire, et il va y avoir l'accès à l'université, le fait de devoir prendre un logement autonome, d'avoir une vie sociale, une vie sentimentale, une vie familiale s'il le souhaite. Donc il y a plein de choses qui se construisent à ce moment-là. Et dans les facteurs qui influencent la qualité de vie, très clairement, la présence ou non de problèmes de santé mentale comme la dépression ou l'anxiété et la qualité du sommeil, ça c'est souvent quelque chose qui est oublié mais ça a été bien dit hier, c'est des points centraux pour la qualité de vie, qu'elle soit physique ou qu'elle soit au niveau de la santé mentale. Comme Meng-Chuan Lai l'a dit très bien hier, je ne reviens pas sur cette diapositive, il y a les pathologies co-occurrentes en termes de santé mentale, anxiété, dépression, etc. sont plus fréquentes chez les personnes autistes que chez les non-autistes. La question qui se pose par contre, c'est la question de l'hétérogénéité dans la fréquence de ces troubles. Parfois, vous voyez des choses qui vont de 5 à 90%, ce qui pose la question finalement, comment on définit ces pathologies co-occurrentes? Qu'est-ce qui est lié à l'autisme? Qu'est-ce qui est lié à une vraie pathologie co-occurrente, et la CIM 11 va nous aider à faire ça. Et c'est particulièrement important parce que les personnes autistes sont en droit d'être traitées pour la bonne condition, avec les bonnes options thérapeutiques par des professionnels formés à le faire. Donc ça nous amène sur une approche un peu dimensionnelle sur la question de la régulation émotionnelle dans l'autisme. Et finalement, on voit qu'il y a des mécanismes qui sont partagés entre différentes conditions, par exemple les troubles hyperactif, le TDAH, également du coup l'autisme, mais aussi le trouble de personnalité borderline. Il y a des mécanismes qui peuvent être partagés. Il y a des facteurs qui sont plus spécifiques à l'autisme et comment ça va influencer et comment les facteurs liés à l'autisme peuvent influencer la façon dont ça va se manifester. Et finalement, si c'est une pathologie co-occurrente, quelle implication pour le traitement et qu'est-ce qu'on va mobiliser qui va permettre de travailler sur ça? Et la dysrégulation émotionnelle, c'est quelque chose de central quand on s'intéresse à l'autisme, puisque finalement, ça explique quasiment 50% de la variance de l'anxiété qui est présente. Donc il y a vraiment ce travail sur la régulation émotionnelle, et je sais qu'il y avait des communications sur le sujet hier. Donc les facteurs qui vont contribuer à cette régulation émotionnelle, il y a à la fois les hypersensibilités, bien sûr, les particularités dans le traitement de l'information, la capacité à mobiliser des stratégies de résolution de problèmes, la capacité à changer de point de vue, à prendre en compte la perspective de l'autre, les stratégies qui vont être soit focalisées sur les émotions, comme le disait Amaria, soit focalisées sur la gestion de problèmes, et puis bien sûr la présence de troubles psychiatriques. Comme l'a dit Meng-Chuan Lai, un point qui est aussi central, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui vont perdre, et particulièrement les femmes, un certain nombre de diagnostics qui étaient mis avant le diagnostic d'autisme, c'est aux alentours de 30%, donc c'est particulièrement important de bien s'interroger qu'est-ce qui est lié à l'autisme, qu'est-ce qui est une vraie pathologie co-occurrente et qu'est-ce que c'est les implications pour le traitement des deux pathologies, en évitant de mettre des choses qui soient iatrogènes et en proposant la bonne chose aux bonnes personnes. Un petit détour sur la question du risque suicidaire, qui est quand même multiplié par 3 chez les personnes autistes par rapport aux personnes non autistes sur des grands registres danois. Donc ça, c'est particulièrement important parce qu'en plus, 90% de ces personnes avaient au moins une pathologie co-occurrente psychiatrique associée qui augmente le risque suicidaire. Vous le voyez par exemple pour l'abus de substances où ça va être jusqu'à 25 fois supérieur. Pour le trouble borderline, pareil. Et donc, c'est des points qui sont vraiment capitaux, c'est à prendre en compte parce que les personnes risquent de décéder par suicide. Et c'est particulièrement important de pouvoir prévenir ça et de mettre en place les choses adaptées. Un autre point aussi pour dire que souvent, c'est des personnes qui vont faire plusieurs tentatives de suicide. Et on le voit que ce soit chez les adolescents ou chez les jeunes adultes, la présence d'autisme est associée à un risque 6 fois supérieur de refaire une tentative de suicide au cours de sa vie, même si on contrôle par l'année et les 3 ans qui suivent la tentative de suicide. Donc un point clé, c'est prévenir et travailler sur ça. Et je vous ai mis le numéro national de la prévention suicide que vous connaissez tous, le 3114, qui est accessible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les aspects en lien avec le genre ont été abordés assez du coup largement hier. Tout ça pour vous dire aussi que les femmes autistes ont souvent une présentation en termes de symptômes qui est relativement similaire, mais le diagnostic est plus tardif, il y a souvent plus de pathologies, que ce soit dans la santé mentale ou la santé physique, et une altération de la qualité de vie. Quand on s'intéresse sur les soins de réhabilitation, on regarde et on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence de genre dans l'efficacité des soins de réhabilitation, sauf pour le soutien à l'emploi, dont les femmes bénéficieraient moins. Par contre, problème, les échantillons sont à quasiment 100% masculins. Donc forcément,
ça limite les possibilités de pouvoir regarder ça. Ce qu'on voit du coup, c'est aussi qu'il n'y a pas de différence de genre dans la participation sociale, mais les femmes autistes peuvent être soumises à plus de pression sociale, ça a été dit assez largement hier également. La question du coup des pathologies co-occurrentes, un point pour aussi dire que les femmes autistes sont plus souvent en situation de précarité, ont souvent des pathologies co-occurrentes en termes de santé physique, stable ou instable, en termes de santé mentale, peuvent avoir aussi des médicaments tératogènes alors qu'elles ont le projet de devenir maman, et ont souvent du coup un historique de violence. Pareil, malgré tous ces besoins, en fait, elles sont beaucoup plus nombreuses à ne pas avoir eu de suivi régulier avec un généraliste dans les 3 derniers mois. Donc ça, c'est vraiment des choses qui sont assez frappantes. Il y a des points assez clés sur la santé, et pourtant, elles accèdent beaucoup moins aux services de soins, et y compris aux services de santé génésique. La question de la non-binarité et de tout ce qui est identité de genre a été aussi largement abordée. Tout ça pour dire que donc, c'est les personnes qui sont, si on regarde parmi un échantillon de personnes qui sont transgenres, celles qui ont aussi un diagnostic d'autisme, on voit qu'elles ont beaucoup plus de pathologies co-occurrentes en termes de santé mentale. Et chez les personnes autistes qui s'identifient à une question, est-ce que vous vous identifiez à l'autre genre, eh bien, globalement, le risque suicidaire est multiplié par rapport aux autres personnes autistes. La parentalité, qui est souvent aussi un angle mort de tous ces programmes-là. On abordait la question du logement, la question des études, la question du travail, la question des amis, la question de la citoyenneté, du vote, la question, si les personnes le souhaitent, de la vie en couple, et du soutien de la personne et des partenaires, et du droit de fonder une famille. Et ce qu'on voit dans la littérature, c'est qu'il n'y a quasiment rien. La plupart des choses, c'est sur les caractéristiques parentales associées au risque d'autisme. Un point central, c'est comme pour tout parent, c'est épanouissant, riche de sens. Il y a des défis qui peuvent ou pas être plus marqués chez les parents autistes, en lien notamment avec la communication qui est souvent difficile avec les professionnels de périnatalité et de la petite enfance et la stigmatisation. Un petit exemple, mais je vous invite à aller voir le poster qu'on a affiché du coup dans la salle poster sur une analyse qualitative des expériences, des ressentis et des besoins des futurs parents autistes pour concevoir une offre avec les personnes pour répondre aux besoins des personnes. Donc ce qu'on voit là-dedans, c'est que c'est une expérience épanouissante, positive, riche de sens, avec un plaisir partagé à interagir avec son enfant. Mais il y a des besoins qui sont particuliers, en préconceptionnel, avec des interrogations, en anténatal, pour comment on s'organise en postnatal, par exemple la gestion des aînés et du bébé en parallèle pour 2 activités de type différentes, et des points un peu transversaux, la question de la communication avec les professionnels, de la divulgation, et la question de l'adaptation du système de soins. Et là encore, un point central, mais qui rejoint des travaux menés au sein d'iMind sur le sujet, de la formation des professionnels de la périnatalité et de la petite enfance. La question de la santé physique, ça a été aussi abordé. Il y a plus de problématiques de santé physique chez les personnes autistes comparativement à la population générale, particulièrement marquées dans les troubles gastro-intestinaux et les pathologies rhumatologiques et inflammatoires, ce qui a des implications en termes de douleurs chroniques et d'utilisation d'antidouleurs. La question aussi des outcomes pendant la grossesse, avec plus de prématurité, et notamment chez les personnes du coup, dans les grossesses de femmes autistes. Donc c'est aussi un point à prendre en compte. La question de la communication, c'est un point à prendre en compte parce que souvent, du coup, la communication ne va pas se faire ou mal se faire. Les personnes ne vont pas savoir où s'adresser, peuvent avoir du mal à décrire leurs problèmes et surtout vont avoir des expériences négatives avec les professionnels de santé, d'où un recours jusqu'à 30 fois plus supérieur aux soins d'urgence. Donc c'est particulièrement important de pouvoir former les professionnels là-dessus. Des freins et des facilitateurs, donc vous voyez qu'il y a chaque personne, ça c'est la thèse du coup de Tiffaine Georges et Raphaël Rousson, que j'ai eu le plaisir de diriger, je ne sais pas si elles sont dans la salle, si c'est là je leur dis bonjour. Il y a des choses qui sont liées aux patients, des choses qui sont liées aux médecins, et des choses qui sont liées à la relation, et c'est particulièrement important de pouvoir déminer ça, de pouvoir faciliter la communication entre les 2 personnes. Donc finalement, j'en viens un peu au vif du sujet, et la question de la compensation versus le camouflage. Le camouflage, ça va plus être pour masquer des caractéristiques autistiques dans une interaction, pour éviter d'être discriminé, harcelé à l'école, harcelé au travail. La compensation, ça peut être perçu aussi beaucoup plus positivement, c'est des stratégies qui permettent de contourner le déficit en théorie de l'esprit, par exemple, pour améliorer ses compétences sociales et atteindre un objectif. Comme l'a dit Meng Chuan Lai hier, la compensation, elle peut être superficielle, et dans ce cas-là, ça va être difficile de la généraliser au contexte, ou elle peut être profonde. Et dans ce cas-là, elle va être plus facile à mobiliser. Elle a un coût, je ne reviendrai pas là-dessus, mais tout l'enjeu qu'on a en réhabilitation psychosociale, c'est d'éviter le recours
au camouflage, de renforcer ça dans nos interventions. Parce qu'on peut amener des choses qui sont très normées, qui peuvent demander des efforts, et comment faire pour que finalement ça puisse être généralisable au contexte et que ça n'entraîne pas finalement plus de mal-être chez les personnes. L'entraînement des compétences sociales, donc qui va du coup en groupe chez l'enfant comme chez l'adulte, donc c'est un ensemble de stratégies qui sont basées sur la théorie de l'apprentissage, où on va se fixer des objectifs, on va jouer des jeux de rôle, on va pouvoir répéter sur un plan comportemental, renforcer tout ce qui marche pour atteindre un objectif. Alors le problème, c'est qu'il y a très peu de programmes qui sont validés, qui sont très hétérogènes. Certains sont sur les habiletés en général, d'autres sur le contexte scolaire, universitaire ou professionnel, et encore sur la séduction. Sur la séduction, d'ailleurs, ils sont à 100% masculins. Donc c'est là encore, ça pose aussi la question de la généralisation. Vous avez à l'écran le programme Peers, qui est un des programmes les plus utilisés chez l'adolescent et chez le jeune adulte, où vous avez un programme en 16 séances de 2 heures, sur finalement les habiletés conversationnelles, comment on se fait des amis, comment on choisit bien ses amis, comment on utilise les réseaux sociaux, tous les nouveaux outils de communication, l'humour, intégrer une conversation, entretenir une conversation, la quitter, organiser des sorties entre amis, la question de la séduction, la question des conflits interpersonnels, la question de gérer la pression des pairs, éviter le harcèlement ou y faire face, et gérer tout ce qui va être taquinerie ou remarques embarrassantes. L'entraînement des compétences sociales, ce qu'on voit dans les études, c'est que ça a une efficacité qui va être de taille modérée chez l'enfant et l'adolescent sur la réciprocité sociale mesurée par les parents. Ce qu'on voit, c'est que l'effet va plus porter sur les connaissances sociales que le fonctionnement social en général, ça ne va pas être influencé ni par l'âge, ni par le genre, ni par le QI verbal. Chez l'adulte, c'était très peu étudié, il n'y avait que 5 études randomisées contrôlées. Les programmes étaient très hétérogènes, les mesures aussi, la qualité aussi. La plupart du temps, on comparait à rien du tout, ce qui pose question, parce qu'il y a aussi la question de l'effet placebo. Et quand on compare à un comparateur actif, souvent, c'est beaucoup moins efficace. Dans tous les cas, la problématique qui est la nôtre aussi en réhabilitation psychosociale, ça va être de travailler sur ce que Peter Vermeulen a appelé la cécité contextuelle, ou comment finalement les personnes autistes peuvent avoir des difficultés à percevoir spontanément et à les utiliser, ces éléments de contexte qui nous permettent de faire sens des événements et d'adapter nos stratégies. Et ça, c'est vraiment le point central dans les interventions. Là, c'est une revue systématique de littérature et une méta-analyse qu'on a conduit avec Nicolas sur les entraînements aux habiletés sociales chez les adultes avec les adultes autistes. Ce qu'on voit globalement, c'est que ça marche sur la réciprocité sociale mesurée par les parents. C'est même plus large que chez l'enfant et l'adolescent. Les effets semblent persister après 6 mois. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a plus d'éléments contextuels, l'université, le milieu professionnel, il y a des programmes sur l'entraînement des compétences en entretien d'embauche. Peut-être parce que c'est plus long, mais aussi peut-être parce qu'il y a des biais dans les études. Mais quand on utilise un comparateur actif, par exemple un groupe qui va interagir, qui va proposer des activités sociales non structurées de même durée avec le même nombre d'animateurs, là, l'efficacité devient non significative. Donc là encore, ça peut marcher, mais il faut prêter attention au contexte. La question de la thérapie cognitive et comportementale, donc là je vous ai mis une revue systématique et méta-analyse récente. Ça marche, ça a une taille d'effet modérée, notamment sur la question des pathologies co-occurrentes, notamment l'anxiété et la dépression. Ça peut aussi marcher partiellement pour les symptômes autistiques, mais là encore, la taille d'effet reste relativement modeste. Donc finalement, qu'est-ce qui marche en réhabilitation psychosociale dans l'autisme ? La TCC, ça semble montrer une efficacité. Les approches de type mindfulness sont aussi émergentes. Tout ce qui est thérapie d'acceptation et de l'engagement, ça permet aussi, ça a en tout cas de façon préliminaire montré des effets intéressants sur le sujet. Vous avez à l'écran un exemple de comment ça peut marcher, finalement le fait d'être plus conscient de ses émotions, de les identifier, de pouvoir utiliser des stratégies de pleine conscience, de travailler sur la question de la gestion d'une certaine tolérance à la détresse, mobiliser des stratégies de régulation émotionnelle. Tout ça va améliorer les capacités de régulation, diminuer les symptômes, diminuer ce qu'on appelle les comportements problèmes, ou diminuer aussi le niveau de handicap fonctionnel. D'où l'importance de tout ce type de programme. La question de la gestion du stress, vous avez un type de programme à l'écran, et je passe relativement rapidement pour rester un petit peu dans le timing.
Donc un point qui est central, et c'était le sujet du coup d'une interrogation par Debbie Spain, qui avait aussi travaillé sur les habiletés sociales, et Francesca Happé, comment optimiser finalement les TCC, qui n'ont pas été faites pour les personnes autistes. Et c'était finalement une étude qui a interrogé plusieurs types d'acteurs pour essayer de savoir comment faire. Donc déjà, quand on réalise une intervention, prendre en compte le contexte. Réaliser les interventions dans un milieu qui soit le plus proche possible de celui de la personne. Par exemple, si c'est une activité sportive, dans un club de sport, si c'est à l'université, pour faciliter aussi le fait que ce soit réalisé en contexte. Je prends l'exemple d'un programme dans lequel certaines personnes autistes ont pu participer, qui s'appelle le programme Remède Rugby, qui couplait remédiation de la cognition sociale et activité sportive. Un des points particulièrement intéressants, c'est qu'on travaillait les habiletés sociales dans le domaine du sport, et directement, c'était mis en application. Donc là encore aussi, s'intéresser aux indices sociaux, amener les personnes à prendre en compte vraiment de façon consciente tous les indices qui peuvent nous amener à savoir qu'on est dans un contexte différent. Par exemple, qu'est-ce qui se passe si je croise mon chef dans une soirée et le lendemain, je le recroise dans l'ascenseur? Est-ce que je vais interagir de la même façon avec lui dans la soirée et le lendemain dans l'ascenseur ou en réunion? Et ça va être vraiment le point, travailler sur ça et y réfléchir et comment adapter ces stratégies en fonction du contexte, mais aussi en fonction de sa balance stress-ressources. Des stratégies qui vont être mobilisables facilement quand on n'est pas trop stressé, le seront beaucoup moins facilement en fin de journée, après plein d'interactions, après avoir réalisé beaucoup de choses, les transports, etc., ce sera plus compliqué. Un autre point, c'est prendre en compte les spécificités liées au genre. La question du besoin des femmes, l'impact des normes, des rôles sociaux, des attentes sociales sur l'identité et la qualité de vie, prendre en compte aussi toute la diversité des identités de genre, et adapter tous nos programmes pour justement prendre en compte ça et éviter d'être iatrogènes. Aussi aborder des thématiques qui font sens pour les personnes, la question du travail, des études, la question de la citoyenneté, on en a parlé, mais aussi les relations sentimentales, la question du désir de fonder une famille, la question de la parentalité. Et encore une chose, je le remartèle, il y a tout ce qui est fait sur les personnes, mais il ne faut pas... c'est pas interagir sur les personnes, c'est pas les personnes qui sont le problème, c'est l'intégration des personnes dans la société. Donc il faut agir sur la société dans son ensemble, ça a été bien dit, et militer pour l'accès aux droits réels. Et donc adapter l'environnement. Prévenir la désinsertion scolaire et professionnelle, je prends l'exemple des programmes ASPI Friendly, mais aussi du programme du job coaching, l'emploi accompagné, dont vous connaissez probablement tous les principes, accès au milieu ordinaire, rapide, basé sur le choix de la personne, avec du coup un réseau d'employeurs. Et ça marche très bien puisque l'accès est multiplié par 9 ou 10 en milieu ordinaire de travail et c'est particulièrement marqué quand on va travailler sur les compétences sociales au travail. Mais là encore, il faut aller directement vers le travail, mettre la personne dans le contexte et en fait finalement faire vraiment du place and train et entraîner les habiletés dans ce contexte-là. Et ce serait même aussi intéressant sur un plan médico-économique. Un autre dernier point, et c'est un petit clin d'œil du coup à Marine qui est présente dans la salle, sur la question du soutien à la périnatalité, du projet Filament qui a été mis en place sur le CHU de Saint-Étienne, donc accompagner les personnes, les futurs parents autistes ou parents autistes pendant la période périnatale pour finalement améliorer du coup leur qualité de vie, réduire leur stress parental et avoir des parents et des enfants en bonne santé. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup Julien et bravo pour le timing, absolument impeccable, qui nous laisse la possibilité pour une ou deux petites questions sur la réhabilitation dans l'autisme. Caroline, je crois qu'elle est là-bas. À gauche. Oui. Ah, on n'a personne pour le micro. Bonjour, je me présente, je suis psychologue, je travaille avec des patients qui ont un TSA, que ce soit avec les familles, pour leurs enfants, des adolescents ou des adultes. On se connaît par les biais des comptes rendus d'évaluation clinique que j'envoie pour l'évaluation des adultes et aussi pour les équipes du CADIPA. Mais on ne s'était jamais vu. Voilà. Ravi. Sabine Beau. Voilà.
Enchanté. Okay. Donc, j'interviens parce que je regrette juste une chose dans ce congrès, c'est qu'on n'a pas eu accès à des professionnels canadiens qui nous ont présenté leur approche du langage saccade conceptuel, qui pour moi est une approche les plus avancées justement dans la prise en compte et l'accompagnement du TSA, où ils partent du principe, en fait, ils viennent illustrer ce que vous venez de dire et ils le pratiquent, et ils ont franchement des évolutions qui sont extrêmement intéressantes à prendre en compte, et surtout pour la qualité de vie des personnes avec TSA. C'est qu'ils partent du principe qu'il ne suffit pas de présenter une information pour qu'elle ait du sens. Donc on va effectivement prendre en compte là où en est la personne dans son évolution, dans ce qu'elle est capable d'accéder à quel type d'information, ensuite de venir donner du sens, et tout ça dans le quotidien, avec une formation des parents qui, eux, au quotidien, vont pouvoir utiliser ce qu'on appelle un langage particulier qui est vraiment complètement adapté au cerveau, avec le type de fonctionnement effectivement cérébral qui est disponible en fonction de chaque profil, et effectivement de venir accompagner la personne avec un TSA sur la prise en compte du sens de l'information, ce qui va diminuer, ce qui va rendre complètement acteur et la famille, et l'enfant, et le professionnel, qui travaillent en collaboration pour avoir des informations venant de la famille, de l'enfant ou de l'ado ou de l'adulte lui-même, et d'amener le sens de l'information via effectivement les moyens qui sont utilisés, la conceptualisation qui ne va pas forcément par des pictogrammes qui sont faits. Bon, il faut savoir juste apprendre à faire des bonhommes allumettes pour les enfants, mais tout un travail qui est schématisé, qui amène à la conceptualisation. Et pour moi, qui ai regardé toutes les approches qui existent aujourd'hui, pour moi, c'est celle qui je pense, sera généralisée dans quelques peut-être décennies, je ne sais pas. Mais voilà, moi je pense qu'il y a un travail qui est à faire, qui est formidable, parce qu'on utilise le plein potentiel des personnes avec TSA, qui ont une intelligence qui ne leur sont pas forcément accessibles. Brigitte Harrison et Lise Saint-Charles, qui sont justement créatrices de cette clinique au Canada. Brigitte Harrison elle-même est personne autiste, elle a été diagnostiquée sur le tard. Lise Saint-Charles, qui est neurotypique et une professionnelle experte dans le domaine, ont vraiment mis leurs compétences en commun. Elles font un travail extraordinaire. Voilà. Et ça, je voulais le souligner, je voulais que ça puisse être entendu aujourd'hui et que ça se diffuse dans l'approche pour accompagner encore de manière plus efficace les familles et chaque personne avec TSA. Merci beaucoup. Merci beaucoup.